Bien, écoutez, nous allons commencer. Merci à vous d'être venus. Donc, comme vous l'avez vu dans le programme, c'est une après-midi consacrée à Fernand Deligny en deux parties. Une partie entretien autour de la correspondance des Cévennes de Deligny, qui est parue récemment aux éditions L'Arachnéen, et l'éditrice des œuvres presque complètes déjà de Deligny en 2006 et aujourd'hui de la correspondance des Cévennes, Sandra Alvarez de Toledo, malheureusement pour des raisons de santé, ne sera pas parmi nous. Donc elle le prie de l'excuser. Pour débattre autour de Deligny, nous avons invité Pierre Macheret, professeur émérite de philosophie à l'Université de Lille, ici, qui a consacré des textes à Fernand Deligny et qui a publié notamment une introduction à l'éthique de Spinoza en 5 volumes, des livres sur Canguilhem, de Canguilhem à Foucault, La force des normes. Il est venu, il y a quelques années, nous présenter aussi son livre De l'utopie. Et enfin, en 2017, S'orienter aux éditions Quimet, dans lequel il y a des références nombreuses à Fernand Deligny. Bertrand Gilvy, professeur de philosophie à l'Université de Paris 8, qui participe aussi à l'édition des textes inédits de Fernand Deligny, donc, que vous trouverez pour l'essentiel ici à la sortie, à la table des livres. Bertrand Gilvy a publié L'homme jetable, essai sur l'exterminisme et la violence extrême, aux éditions Amsterdam en 2012, et en 2017, Le travail à mort au temps du capitalisme absolu. Et l'auteur du film sur Fernand Deligny, Vagabond efficace, Richard Coppens, qui est cinéaste et qui a bien connu Deligny. Votre première rencontre, c'est en 74, c'est ça ? 74, voilà. Et donc, c'est une rencontre qui s'est faite sur le lieu même des Cévennes, Monoblet. Donc, il y a ce hameau dans lequel Fernand Deligny vivait et travaillait avec des enfants autistes profonds. Il y a aujourd'hui autistes de Kanner, c'est-à-dire des autistes infantiles précoces. Et la communication avec ces enfants se faisait essentiellement par les dessins, les cartes de leur trajet. On appelle, depuis Deligny a appelé les lignes d'air, et dont d'ailleurs les originaux seront visibles, je crois, à Beaubourg au mois de mars prochain. Voilà, quelques journées consacrées à Deligny, d'autant plus que Fernand Deligny, qui est un homme qui est à la fois un écrivain, un éducateur, un cinéaste, a réalisé plusieurs films. Ce gamin-là, qu'il a fait connaître en 1976, de Renaud Victor, auquel vous avez participé. Le moindre geste également. J'en oublie certainement. Et des films. Enfin, il y a 4 films. Il y a Le moindre geste avec José Manatier et Jean-Pierre Daniel. Voilà. Il y a Ce gamin-là avec Renaud Victor. Ouais. Il y a Projet N avec Alain Cazuk, un film qui a été produit par l'INA. Ouais. Et puis en 89, un film qui s'appelle Fernand Deligny à propos d'un film à faire, un film de Renaud Victor produit avec les films d'ici et Bruno Huel pour Arte. Voilà. 4 films essentiels. Et après le vôtre, on verra donc à 16h. Alors il y aura un petit battement de 5 minutes entre la fin de la table ronde et le début du film qui sera présenté par Jacques Lemierre. Alors la raison d'être de cette rencontre, c'est bien entendu cette correspondance des Cévennes, qui est un livre magnifique, sur tous les plans, on va en parler. Simplement, l'autre raison, c'est quand même que Fernand Deligny a commencé ici, dans la région, son travail d'éducateur à Armentières, l'hôpital d'Armentières. Et donc, rapidement, il est né en 1913, pardon. Il est mort en 1996. Ça a été longtemps la référence obligée
dans le travail social, dans l'éducation spécialisée, et ça l'est peut-être encore d'ailleurs. Et souvent, on lisait, c'est le texte qui l'ont fait connaître, Graines de crapule, les premiers de cordée. Non, c'est... Et Vagabond efficace. Vagabond efficace. Et le Vagabond efficace. Oui, non, Pas premier de cordée. Il l'a fait donc... Donc cette correspondance des Cévennes est celle où il a construit ce qu'il appelait son radeau à Monoblet, avec quelques éducateurs, où il a accueilli des enfants sans langage verbal, adressés par les professionnels de l'époque, Françoise Dolto, Maud Manoni, et donc il suivait les déplacements de ces enfants selon des lignes d'air qui sont des moyens d'échange. C'est un homme qui fut à la fois anarchiste et communiste, mais qui n'était ni un pur militant, ni un gourou. Quelqu'un qui adorait le silence, et le silence était le climat dans lequel baignait le radeau de Monoblet. Mais il écrivait beaucoup, il écrivait énormément, il lisait beaucoup, et il a un style, des inventions verbales, dont on parlera tout à l'heure, qui sont tout à fait impressionnantes. Le nombre et la qualité des correspondants que l'on voit dans la correspondance des Cévennes est telle que tout un demi-siècle de vie intellectuelle est donc ici retracé, avec des manques, des lacunes, des trous, etc. On y retrouve aujourd'hui ces petits, parce que précisément c'est une correspondance qui couvre, disons, de 1968 à 1996, un siècle de travail intellectuel et de vie de la pensée. Donc il est parti d'Armentières où il a travaillé, à Monoblet où il a fondé donc ce qu'il appelle son radeau, et il a en quelque sorte, avec le mouvement de la psychothérapie institutionnelle et de la pédagogie institutionnelle, tout en prenant ses distances, il a arraché l'image hideuse de l'asile psychiatrique pour défendre et illustrer une fonction d'asile dont nous aurions peut-être besoin aujourd'hui. Alors, Richard Coppens, quand je viens de dire que vous avez connu Fernand de Vigny, comment est né le projet, Bertrand Julie, vous pouvez répondre aussi à cette question, comment est né le projet d'établir la correspondance des Cévennes? Alors, Sandra Alvarez de Toledo pourrait répondre, Bertrand Julie sans doute. Moi, je ne suis pas du côté de l'édition écrite. Vous voulez dire l'occasion matérielle de... je ne sais pas, oui, c'est Sandra qui pourrait répondre à cette question principalement. Il se trouve que à l'époque où Sandra a découvert l'œuvre de Deligny, elle était complètement pilonnée. Plus rien n'existait. Bon, donc elle a fait ce magnifique volume d'œuvres, pas complète parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Bon. Et puis de fil en aiguille, beaucoup de gens ont rejoint son travail et ont découvert au fil du temps, en examinant les archives qui se trouvaient à Monoblet, une correspondance considérable qu'on ne soupçonnait pas, et dans laquelle il y avait des noyaux très forts, mais qui faisaient apparaître que les autres correspondances, qui étaient apparemment moins importantes du point de vue des noms, etc., étaient aussi importantes du point de vue du contenu, et toute cette matière lui est apparue tout à coup, à juste titre, comme devant être éditée. Alors ça a été un travail considérable, à la fois d'établissement des textes et d'annotation et de contextualisation de ces lettres dans toute l'histoire de l'éducation de cette époque-là. Ça aboutit à ce volume dont je dois dire qu'il est, enfin, à mes yeux en tout cas, il est difficile en quelques minutes de rendre compte de son étendue. Bien sûr. Je peux me permettre de dire un mot à la suite. Bon, c'est tout à fait regrettable que Sandra Alvarez ne soit pas là
c'est regrettable en soi-même. Mais j'aurais aimé lui poser la question précise, savoir comment elle a trouvé les originaux de ces lettres. Si j'ai bien compris les précisions qu'elle donne à la fin, en grande partie, elle les a éditées d'après des copies que Deligny faisait lui-même et qu'il avait gardées. Oui. Alors ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Parce que s'il faisait, ça a attiré mon attention, parce que Althusser aussi faisait des copies. Il écrivait toutes ses lettres à la machine, il les tapait sur des feuilles. Oui, il avait le carbone tout près, il en avait des piles avec le carbone interposé. Et c'était le signe de quelque chose, c'était le signe que ces lettres étaient pour lui déjà de l'ordre de l'œuvre, enfin, pas forcément penser à leur publication. Bon, alors elles ont été publiées depuis, ces lettres, elles sont absolument étonnantes. Et celle de Ligny, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avec ce volume, qui est d'un très très grand intérêt, on redécouvre quand même Deligny sous un jour un peu différent de celui qu'on connaissait, c'est-à-dire l'épistolier, qui est un pan extrêmement significatif et révélateur de sa démarche. Alors, il y a 2 ans, les éditions L'Arachnéen ont republié un autre inédit, Lettre à un travailleur social, c'est-à-dire un texte dont on a retrouvé le manuscrit dans un tiroir, il l'avait écrit, sans le publier, et c'était des lettres, il écrivait des lettres. Et je me demande si les œuvres de Deligny, alors connues par ailleurs, et qui avaient déjà été publiées, ce n'étaient pas déjà des lettres. Parce qu'écrire une lettre, c'est quelque chose de très très particulier. Hein. Tout le monde n'est pas dans la peau de la marquise de Sévigné. C'est une certaine manière de communiquer par l'intérieur. Hein, parce que ce sont des lettres qu'on s'écrit à soi-même avant de les envoyer. Et éventuellement, on ne les envoie pas. Et j'ai l'impression qu'un certain nombre de lettres qui sont reprises ici n'ont pas été envoyées. C'est une impression, ça serait à vérifier. Mais enfin, je ne m'étends pas davantage. C'est quand même un éclairage tout à fait supplémentaire sur la démarche de Deligny et qui l'enrichit. C'est pourquoi la publication de ce volume est quelque chose d'important. Hein. Il nous permet de relire le reste des œuvres avec un œil instruit par les lettres. Hein. Il faut ajouter, si je peux me permettre, il faut ajouter quelque chose de très important parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas sous les yeux et qui va dans le prolongement de ce que vous dites, c'est qu'il écrivait ses lettres la plupart du temps sur des feuilles A3. Bon. Et ces lettres étaient en fait des tableaux ou des dessins ou des cartes. Alors je vous en montre quelques-unes. Il aurait fallu les reproduire. Je vous les montre comme ça. Voilà à quoi ça ressemblait. C'était des textes, mais c'était émaillé en permanence de dessins, de signes, de graphiques. Il écrivait à la main. Hein, il ne tapait pas à la machine, mais il les faisait dactylographier après coup. Voilà. Et donc on retrouvera dans le cours de la discussion cette dimension permanente de l'organisation de l'espace, qui est un aspect fondamental de l'œuvre de Deligny dans tous ses aspects, et qu'on retrouve littéralement dans sa façon d'écrire des lettres. Et d'organiser l'espace d'une page. Voilà, alors l'un des intérêts de cette publication, qui est absolument exemplaire dans sa réalisation, c'est qu'il y a énormément de reproductions des originaux des lettres. Et c'est pas pour se lancer dans des expériences de graphologie, mais la façon dont il répartit les phrases sur l'espace de la page est en lui-même pleine de sens. Oui, moi je voulais ajouter 2 ou 3 petites choses. C'est que son rapport au dessin est évident dès le début. C'est-à-dire que si on prend
pas son premier livre, son deuxième, Graines de crapule, avec les aphorismes un peu ironiques sur ce qu'est un éducateur, ce que pourrait être un éducateur. Le livre, 1 page sur 3, c'est un dessin. C'est des dessins de Fernand de Ligny. C'est-à-dire, il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre d'illustrer le livre. Et donc, il va faire, sur plusieurs livres, il y a une partie d'écriture qu'il écrit lui et une partie de dessin. Donc, le rapport au dessin, l'utilisation du graphisme et de la mise en page est permanent chez lui depuis le début jusqu'à la fin. Effectivement, il écrit sur des pages A3. C'est pas lui qui tape à la machine, c'est quelqu'un d'autre qui tape à la machine pour lui. Et donc, les doubles, c'est en partie, on a les pages A3, on n'a pas forcément le double carbone, parce que je ne pense pas qu'il utilisait le carbone pour faire des doubles de ses lettres. Et donc, ça constitue un matériau qui était resté, au fond, dans son bureau, lorsqu'il est mort en 96 dans le hameau de Gragnès, et qui a été déménagé par Jacqueline et Gisèle Durand-Ruiz dans le nouvel endroit qui est 2 kilomètres plus loin, une magnanerie qui a été reconstruite pour accueillir les autistes, et où le grenier était, il y avait tout. Alors je sais parce que j'y ai filmé. Et donc il y avait des piles et des piles de livres, il y avait toutes les cartes d'un côté, il y avait tous les écrits, parfois un livre, des vieilles bobines de films, enfin un amas qui constituait tout ce qui était resté une fois que de Ligny est mort. Et c'est ce travail qui a été transféré à l'IMEC et qui a été depuis répertorié par l'IMEC. Mais donc je pense que Sandra, qui est allée très vite à la magnanerie depuis le début du siècle, a eu l'accès dans le grenier par un travail vraiment... un travail exhaustif et extrêmement sérieux et extrêmement long pour à la fois retrouver certains originaux des textes. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que de Ligny écrit, mais souvent il réécrit et il réécrit. Et donc, par exemple, à la fin des œuvres complètes, il y a L'Enfant de Citadelle, qui est un roman, mais sur la fin de ses jours, c'est la dernière chose qu'il écrit. Il y en a 13 versions entières, réécrites depuis le début. C'est pas il reprend en rayant un mot. C'est pas un manuscrit de Flaubert. Il reprend toute l'écriture. Donc il y a un côté de la reprise, et l'idée de la reprise, je pense qu'elle est importante aussi chez de Ligny. Et donc c'est aussi pour ça qu'on retrouve des lettres, et peut-être on retrouverait différentes versions des lettres qui ne diraient pas tout à fait, qui n'utiliseraient pas les mêmes mots. En tout cas. Je voudrais rebondir sur ce thème de la reprise. Chez de Ligny, ça revêt un aspect tout à fait singulier, parce que, bon, il se trouve, depuis quelques années, je m'intéresse à de Ligny, j'ai lu à peu près tout ce qui est disponible, pour finir ce recueil de lettres, et si j'ose dire, il répète toujours la même chose. Il y a tout de Ligny dans une lettre, il y a tout de Ligny dans une page d'un livre. C'est un obstiné. C'est quelqu'un qui a une idée à laquelle il tient de manière radicale et définitive. Soit dit en passant, à ce propos, être correspondant de Ligny, il y a toute la liste qui est ici, c'était pas de tourpeau. Parce que il tenait tellement à son truc qu'il ne laissait absolument rien passer. Des interprétations qu'on pouvait en présenter, des versions qu'on pouvait en donner, et surtout des fioritures qu'on apportait, des dérivations. Non, il fallait revenir à ce qui était pour lui essentiel. Et alors, ce qui est extraordinaire, bon, on peut appeler ça, si on veut, une idée fixe. C'est l'homme d'une idée fixe. Alors, pourquoi s'intéresser à une œuvre aussi volumineuse et aussi complexe? C'est parce que cette idée fixe, il a trouvé le moyen de la reprendre. Votre mot est tout à fait pertinent, de la répéter, mais jamais de la même façon. D'y ajouter une infinité de variations qui font qu'on tourne autour de quelque chose. Comme dans les films, on voit Jean-Marie tourner autour de quelque chose. De Ligny tourne autour
de son idée, et ça produit des milliers de pages dont aucune ne peut être négligée, bien que toutes disent finalement la même chose, ce qui est extraordinaire. Parce que si Descartes disait toujours la même chose, dans les 10 volumes de l'édition à Dantanerie, il n'aurait pas la réputation d'un grand philosophe. Oui. Vous avez cité, vous avez dit en quelque sorte qu'il n'est pas toujours de tout repos de correspondre avec Deligny. Donc, une bonne part des lettres qui sont dans le volume sont une correspondance entre lui et Isaac Joseph, qui était philosophe et sociologue à l'université de Lyon et qui parfois se fait rembarrer, qui lui-même, souvent même, oui, et qui lui-même, Jacques Joseph, qui ne se laissait pas faire, lui renvoyait à l'ascenseur. Et voilà, donc c'est un échange vivant et très amusant par certains côtés, très dramatique par sa tension, etc. Et donc, bon, comme vous l'avez compris, donc on peut dire de Deligny qu'il est un écrivain, bien sûr, un militant, bien sûr, à la fois très dur sur les principes et en même temps qui ne se contente pas, évidemment, de formulations toutes faites. Alors, Richard Coppens, vous avez donc fait ce film que nous allons voir tout à l'heure. Je peux vous demander un petit peu quel est le trajet, parce que tout le monde ne l'a pas forcément en tête, de Deligny entre Armentières et Monoblet dans les Cévennes. Alors, les débuts de Deligny, alors comment ça se présente? Deligny aurait pu faire Hippocagne, mais ici au lycée, mais le jour où il est rentré dans la classe, il a vu la tête de tous les jeunes bourgeois, il est sorti et il n'est plus retourné en Hippocagne. Il a un peu fréquenté la fac, mais il a surtout joué au 421, en tout cas c'est ce qu'il a écrit. Je suis fidèle à ce qu'il dit là. Et en fait, il est rentré presque par erreur comme instituteur pour une classe d'enfants à l'hôpital d'Armentières en 1938. Qui était à l'époque le plus grand, enfin qu'il est peut-être encore d'ailleurs, le plus grand hôpital psychiatrique du Nord. Et la guerre commence, il part à l'armée, et quand il revient, il retrouve un poste, et on lui confie le pavillon des adolescents. Donc il est à l'hôpital d'Armentières jusqu'en 1943 à peu près, à la suite de laquelle, ensuite, il va partir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose qui est... Enfin, comme dit M. Macheret, il fait toujours la même chose, c'est-à-dire il réinvente les circonstances dans lesquelles vivent les jeunes adolescents, entre guillemets, supposés fous, dont la société veut se garder, et donc qui sont enfermés peut-être pour toute leur vie. Donc il va ouvrir la porte, il va inventer des activités, ils vont faire du théâtre, du foot, ils vont aller au cinéma, ils vont faire des brodages, ils vont broder, tisser avec des bouts de laine rapportés par les gardiens, et donc il va rendre la vie intéressante. Tout d'un coup, vivre. Il explique avec une certaine malice qu'au début, quand il arrive, les ados qui sont dans son pavillon ne pensent qu'à une seule chose, c'est à s'enfuir, et qu'au bout de quelques mois, ce que se disent les ados, c'est si tu fais des conneries, tu vas être viré. Donc une inversion que lui seul est capable d'inventer, et qu'il invente pas tout seul, parce qu'il invente avec les gardiens. Ce ne sont pas des infirmiers psychiatriques à l'époque, ce sont des gardiens dont il explique que ce sont des chômeurs du textile, marins, bref, toutes sortes de personnes qui sont pas du tout, qui n'ont aucune éducation ni à la psychologie, ni à la psychiatrie, ni à la médecine. Comme lui d'ailleurs. Il n'a pas fait d'études de médecine, il a peut-être commencé des études de psychologie, mais il n'est même pas allé au bout d'une seule année. Donc il n'est ni psychologue, ni psychiatre, ni psychanalyste, ni médecin. Ce qu'il va pratiquer, c'est lui qui l'invente. C'est lui qui se l'invente et qui l'invente avec les autres. Après l'hôpital psychiatrique d'Armentières, il va s'occuper, on va lui proposer la responsabilité d'un centre de triage, qui est un endroit où on ramène tous les adolescents qui sont en vadrouille dans le Nord à la fin de la guerre. Et on doit trier si on arrive à les envoyer à l'hôpital, en prison, à leur trouver un travail, etc. À la fin de cette... il a une formule un peu trop... une manière de procéder trop radicale. On ferme le centre de triage. On lui propose de diriger quelque chose qui s'appelle l'Association pour la sauvegarde de l'enfance dans le Nord. Là, pareil,
Au bout d'1 an, on dit c'est formidable ce que vous faites. Pour vous permettre de continuer dans de meilleures conditions, nous allons fermer le centre. Pof, il est viré. Et ça s'arrête. C'est la fin de la guerre, c'est le début de la reconstruction. Les communistes sont au pouvoir. Un certain Henri Vallon s'occupe de la protection de l'enfance et va protéger une nouvelle initiative de Fernand Deligny qui va s'appeler La Grande Cordée. Un nom magnifique. L'idée est de recueillir des adolescents supposés psychotiques ou délinquants confirmés, disons entre 16 et 20 ans, qui vont lui être adressés. Leur dossier médical ou de justice, il les met au feu. Il explique concrètement, il les met dans le poêle. Comme ça, table rase sur le passé de l'adolescent. Il leur demande ce qu'ils veulent faire. Et avec le réseau des auberges de jeunesse qui est en plein essor, il leur demande qu'est-ce que tu veux faire. Et il essaye d'organiser avec les pères aubergistes des circonstances nouvelles pour cet adolescent, pour qu'il puisse devenir quelqu'un d'autre dans la société. Et il dit, parfois ça marchait, quand j'en entendais plus parler, on pouvait supposer qu'ils étaient guéris. L'initiative de la Grande Cordée va peu à peu se réduire, les financements vont s'arrêter, et il va continuer tout seul, financé en partie par une femme qui s'appelle José Maninti, qui va être d'une certaine façon une mécène de sa tentative, et qui va l'aider dans les Cévennes, pas là où il va vivre avec les autistes, mais à un autre endroit, près d'Anduze. Et il va, là, ils vivent avec un psychotique très bavard, qui s'appelle Yves, qui venait de la Grande Cordée. Et pour trouver une manière de vivre ensemble avec cet adolescent, jeune adulte, une vingtaine d'années, ils vont faire un film. Enfin, ils vont tourner. Ils vont inventer une manière de tourner qui raconterait la vie de cet homme. Et ils filment muet. Le soir, ils enregistrent les délires verbaux de Yves. Et ça donnera le film Le Moindre Geste au cours d'une longue série d'épisodes que vous verrez dans le film. Enfin, je ne vais pas vous raconter 8 ans pour arriver à finir un film. À la suite de ça, ils passent 2 ans à la Borde où Jean Houry les accueille toute la petite équipe pour leur permettre de retrouver leur santé, trouver un peu d'argent de salaire, etc. Et il fait une rencontre décisive pour lui en 1966. Une amie de sa logeuse lui présente un jeune autiste qui a 13 ans à l'époque et qui s'appelle Jean-Marie. Et Deligny est totalement fasciné. Il vient de relire le journal de Victor, enfin le livre sur l'enfant recueilli dans les bois à la fin du XVIIe siècle, enfin au début du XIXe, pardon, fin XVIIIe, début XIXe. Et il décide que sa vie va être consacrée maintenant à trouver une manière de communiquer avec cet enfant qui est hors du langage. Et donc il va s'installer dans les Cévennes. Peu à peu, des parents vont entendre parler de cette tentative, ou des enfants que d'habitude on enferme ou on abrutit de médicaments. Eh bien, il les emmène chez Monsieur Deligny, ça se sait, de famille en famille, l'appui de Dolto et de Manoni, mais surtout principalement le réseau des familles entre elles. Et il va finir par créer un réseau de 7 ou 8 lieux de vie différents, dans la montagne, dans un hameau, dans une ferme, où des enfants autistes, complètement hors langage, vivent avec des adultes, faute de mieux, il va appeler des présences proches, dont aucun n'est ni psychologue, ni médecin, ni infirmier, ni quoi que ce soit. Jacqueline sort de l'usine, Gisèle est une fille d'un réfugié espagnol, Guy est un paysan, enfin donc des personnes que rien ne destine à devenir ni à prodiguer des soins, parce qu'il ne s'agit pas de soins. Il explique fondamentalement, il ne s'agit pas de soins, il s'agit de trouver un mode de vie avec eux, sans le langage. Et les 30 dernières années de sa vie, de 66 à 96, il crée ce réseau dans les Cévennes, et c'est là-dessus qu'il travaille, sur la question de qu'est-ce qui est humain si on enlève les mots. Vite fait, hein. Ça va, j'ai pas été trop long. Non. Alors je relève dans une lettre de 86, il affirme « J'ai séjourné 50 ans en asile ». Et il explique que ce qui lui a manqué le plus, ce sur quoi il s'appuie et il travaille, c'est l'humus humain de cet asile. Citation. Alors, il y a beaucoup de métaphores comme ça
chez Deligny, une grande cordée, le radeau, l'humus, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire du lexique, du vocabulaire de Deligny, Pierre Macheret, qui avait souligné la qualité littéraire magnifique Alors, l'une des singularités auxquelles on se heurte quand on découvre Deligny et qu'on essaie de comprendre sa démarche, c'est que, d'une part, dans ce que j'appelais tout à l'heure son idée fixe, il y a l'idée qu'il est possible de comprendre l'humain en faisant abstraction du langage. Et derrière ça, il y a l'idée, au fond, que le langage, instrument de la communication, essence humaine, accès à l'universel, conscience de soi, n'a pas fait tellement de bien que ça à l'humain. Et ce que Jean-Marie lui a apporté, la révélation, il écrit dans une lettre « Mon maître, c'est lui ». C'est auprès de lui que j'ai appris. Ce qu'il a appris, c'est qu'on peut être parfaitement un être humain créatif, vivant, actif, extrêmement actif même, sans le langage. Donc le langage, c'est connoté d'un certain point de vue négativement. Mais d'un autre côté, comme vous l'avez dit, dans son bureau de la maison des Cévennes où il s'est replié, il n'arrête pas d'écrire. Et il laisse derrière lui, en mourant, quand il est mort, des tonnes de papier écrit. Donc le langage il y a une ambivalence extraordinaire de sa part. Mais, alors, d'une part, imaginons que j'ai pu être, moi, en correspondance avec Deligny et que j'ai eu le malheur d'écrire ambivalence. Je me serais fait enguirlander tout de suite. Il m'aurait dit non, coexistence. C'est pas la même chose. Nous vivons entre deux, alors il appelle ça des pôles. Il y a le pôle S, sujet, symbolisme, sexualité. Alors ça, c'est ce qui intéresse les psychanalystes. Et puis, de l'autre côté, il y a le pôle N, c'est-à-dire ce qui va d'un tout autre... nous ramène à l'espèce naturelle que nous sommes et que les paroles dont nous sommes inondés nous ont fait oublier. Ce que nous avons oublié à cause du langage. Et à quoi il faut revenir. Alors, pourquoi l'écriture? Parce que justement, l'écriture, c'est pas la parole. L'écriture, c'est le langage, mais avec le silence. Et c'est aussi un moyen d'avoir accès au langage en le déstabilisant, en le faisant bouger. Pour les linguistes, tels qu'ils les connaissent, le langage, c'est un système en équilibre. C'est la condition pour en faire la science. C'est quelque chose qui... Bon, on est en pleine époque du structuralisme, et c'est le modèle dominant. Or, lui, grâce à l'écriture, il accède directement aux failles de l'écriture, à ce qui la fait bouger, à ce qui la transforme de l'intérieur. Et il s'active lui-même pour opérer ce travail de changement et de modification. Alors, c'est la raison pour laquelle il est, j'en reviens à votre question, un véritable écrivain. Il écrit. Alors, si on lui avait dit, et d'ailleurs on le lui dit, et il saute au plafond. Non, pas du tout. D'abord, il ne veut pas d'étiquette. Et puis, l'idée qu'on écrit pour... qu'est-ce qu'un écrivain? C'est un artiste.
c'est quelqu'un qui poursuit une certaine fin esthétique. Or, pour lui, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une expérience, disons, existentielle, et par un certain côté métaphysique, si le mot métaphysique peut être employé à cet égard. Mais donc il n'écrit pas. Il ne veut pas écrire. Il n'a pas le projet qui définit le statut d'un écrivain. Il n'est pas un écrivain, mais il en est un quand même, parce que ce qui reste, c'est... Alors, quand le film, ce gamin-là, a été en préparation, et que Truffaut a suivi... alors, Truffaut, qui était tout à fait favorable, et en voyant les rushs et l'état préparé... au départ, si j'ai bien compris, ça devait être un film muet, justement, dans l'esprit. Et Truffaut avait dit, c'est pas possible. C'est pas possible de mettre en circulation un film d'1h30 où il n'y a que des images. Ça n'aurait pas dérangé Deligny qu'il n'y ait que des images. Hein, parce que l'image est pour lui ce qui est prioritaire. Mais il a fini quand même, suite à des discussions, par admettre qu'il fallait quand même que et donc, je crois que Truffaut avait utilisé comme formule pour le convaincre, il avait dit il faut légender ces images. Alors ça lui avait plu. Hein, parce que légender, c'est raconter, il était lui-même un grand légendeur, un grand conteur. Et donc, il a accepté de faire ce commentaire parlé qui a été enregistré par sa voix, qui est quelque chose, alors qui est retranscrit par écrit dans le deuxième cahier de l'Immuable, avec une typographie, c'est très très important, un peu Mallarmé, hein, le coup de dé, c'est de la poésie pure. Il y a 3 cahiers de l'Immuable qui sont parus dans les années entre 76, peut-être un peu avant. Enfin, à mon avis, les 3 cahiers de l'Immuable qui précèdent Le Croire et le Craindre, c'est ça. Donc la grande production écrite c'est peut-être, si on voulait commencer à connaître des limites, c'est par là qu'il faut commencer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, donc, comme vous venez de le souligner, il n'arrête pas de revenir sur le langage. Je cite par exemple ceci, bon, vous l'avez déjà dit, hein, c'est dans le fait du langage qui est l'immuable de l'idéologie. L'immuable de l'idéologie. Ça aussi, c'est un mot, l'immuable, un cahier de l'immuable, etc. Donc, si vous avez vu ou si vous avez la chance de découvrir ce gamin-là, ça commence comme ça. Ce sont des enfants qui en redemandent de l'immuable. Et donc, ça, c'est une des lignes de force de la correspondance. La deuxième ligne de force, c'est sur l'humanisme, hein, qui partage avec cette génération-là la méfiance la plus absolue vis-à-vis de ce qui se réclame de l'humanisme. Hein. Il appelle un épouvantail nommé humain, hein, qui est dans une de ses lettres. Et en même temps, c'est ce que vous venez de dire, hein, c'est quelqu'un qui cherche sans arrêt la spécificité de l'humain, mais pas dans le langage, justement. Alors, parmi les lettres que vous trouverez dans ce livre, il y a quand même aussi le travail éducatif. Alors, éducatif avec des guillemets devant et derrière. Richard Pense, vous avez évoqué les débuts houleux dès 1940. Mais il y a également, c'est quelque chose qui est important, c'est la correspondance de Pierre Macheret avec les philosophes. Bertrand Gilby, vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? La correspondance de Deligny. Oui, de Deligny, oui. Pourquoi, vous avez dit Pierre Macheret. Ah non, non, excusez-moi. Oui, bien sûr. Alors, ses contemporains, il les lit.
et il correspond avec eux. Dans les années 80, j'ai découvert ça en lisant la correspondance. Il songe à faire un film sur la vie de Wittgenstein, donc il y a effectivement de quoi faire. Et alors, comment caractérisez-vous, Pierre Macheret, Bertrand Gilby, les rapports de Fernand Deligny avec la philosophie? Il faut faire une parenthèse, là, un petit peu. Je vais essayer d'être bref, mais pour resituer, au fond, le truc dont vous parliez, son truc. Son idée fixe, voilà, son idée fixe. Et si on arrive à la cerner, on découvre, je crois, enfin je vais me risquer à essayer de dire quelque chose là-dessus, on découvre, je crois, que effectivement sa place dans le concert général de la philosophie du XXe siècle est une place capitale et analogue à celle des plus grands. Bon. Et alors, pour faire comprendre ça, je dirais que, au fond, ce qui s'est passé, je vais être très schématique, ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est que la raison occidentale, la rationalité, le logos, qui s'était finalement concentré autour d'un modèle épistémologique majeur qui était celui de la mathésis, la scientificité, la rigueur scientifique. Bon. Cette activité du logos, de la raison, rencontre tout à coup, ça avait déjà été le cas avant, on trouve ça déjà chez Spinoza, chez Machiavel, on ne va pas parler de ça tout de suite, bon. Mais rencontre tout à coup, de façon condensée et précipitée en quelque sorte, des objets inassimilables. Et face à ces objets inassimilables, elle est dans la nécessité de se diviser elle-même, de se pluraliser, d'éclater, ce qui met évidemment directement en cause l'idée d'humanisme, entre autres. Bon. Et je vais donner quelques exemples. On pourra en donner beaucoup, je vais en donner seulement quelques-uns. Le premier exemple remarquable, c'est évidemment l'apparition en 1900 de la Traumdeutung de Freud. Ce que fait Freud, au fond, dans ce livre, qui a été successivement traduit, dont le titre a été successivement traduit en français par Science des rêves, puis par Interprétation des rêves, puis finalement par Interprétation du rêve, ce qui veut dire en réalité interprétation du rêvé. Bon. Ce que montre Freud dans ce livre, c'est qu'il y a une autre manière de penser, qu'on pourrait appeler le rêvé, qui est une activité de la pensée aussi importante, sinon plus peut-être, que la pensée rationnelle. Et cette activité l'oblige à inventer une écriture, une construction théorique, une configuration conceptuelle complètement originale, complètement en rupture par rapport à la rationalité classique, qui ouvre un champ qui littéralement divise la raison en deux. Bon. Et puis le deuxième exemple aussi très frappant, c'est celui qui advient le jour où Lévi-Strauss publie La pensée sauvage, où on découvre qu'il fait savoir à l'Occident qu'il y a une autre manière de penser, non domestiquée, la pensée sauvage, qu'on pourrait appeler le mythologisé en quelque sorte, qui est aussi une modalité du penser qui a la même importance, le même poids du point de vue de la saisie d'un milieu, de l'organisation d'un milieu vivant, que la raison occidentale. On pourrait en trouver, dont on pourrait parler d'Abi Warburg et de la parataxe, tel qu'Adorno l'a reprise, et tel que Jean-Luc Godard l'a repris. On pourrait parler de toutes sortes de choses. Bon, on pourrait parler de Bataille aussi, qui dans son fameux texte sur la structure psychologique du fascisme dit il y a une différence incompréhensible à laquelle il faut adapter une nouvelle écriture. Il faut écrire à hauteur de ce que le nazisme nous révèle de ce que peut être une société, etc. Bon. Eh bien, ce que fait Deligny, c'est ça. C'est découvrir Jean-Marie comme un être qui vit hors langage. Et ça, c'est un acte fondamental. En prenant acte de cette humanité, de cet humain non langagier, il faut quand même bien se rendre compte qu'il rompt complètement avec une tradition qui date d'Aristote et qui va jusqu'à Lacan y compris, qui identifie l'humain avec le langage, par l'être, l'être parlant, etc. Bon, là, il rompt complètement avec ça, et son travail, ça va être de montrer au fond que Jean-Marie, il pense avec les pieds, en quelque sorte. Il pense en se déplaçant, il pense avec son corps, et dans son rapport avec l'espace, d'où les cartes dont on va parler, les idées, etc. Bon. Et tout travail d'écriture dont vous parliez très bien, là, pas de Jean-Marie, mais de Deligny, tout son travail d'écriture, toute sa vie, je crois que ça a été justement de chercher des modalités d'écriture qui étaient à la hauteur de cet enfant mutique
qui pensaient autrement que la pensée occidentale n'avait jamais pensé, mais dont la pensée absolument réelle et absolument vivante nécessitait que l'écriture soit tordue, transformée. Il invente des mots, il transforme la syntaxe, il invente une nouvelle modalité de la rationalité qui entre de plein droit dans cette grande diversification qui est celle qui apparaît au XXe siècle et qui fait de Ligny quelqu'un qui a autant d'importance que Lévi-Strauss et que Freud. Une nouvelle modalité de la rationalité qu'il appelle penser à l'infinitif. Voilà, exactement. Oui, alors l'infinitif, ça fait partie de l'idée fixe. Il n'y a pratiquement pas une lettre dans laquelle ils ne reviennent sur le fait il faut que nous voyions les choses à l'infinitif. Non seulement il faut penser à l'infinitif, mais il faut vivre à l'infinitif. Voilà. Alors il va jusqu'à, en suivant cette piste, jusqu'à fabriquer des infinitifs. Il écrit tout un livre qui s'appelle Singulière ethnie. C'est un livre de la dernière période. La singulière ethnie, c'est le petit groupe informel dans lequel il vit et qui s'occupe des enfants. Il écrit tout un livre autour d'un verbe à l'infinitif qui n'existe pas, vérité, ER. Je vérite, tu vérites, véritant, être véritant, être vérité, c'est-à-dire être sous la possibilité d'être contrôlé, dans son, etc., etc. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il dit, il ne dit pas justement, il écrit, parce que quand on parle, ça ne marche plus très bien. Mais par écrit, ça éclate sur la page, c'est comme une tâche. Alors évidemment, un candidat au certificat d'études qui écrirait vérité avec un R à la fin serait sûr d'être recalé. Donc c'est pas conseillé de faire ça comme ça. Mais Deligny se le permet. Et il se le permet parce qu'il écrit ça pour ne pas écrire autre chose. Et pour ne pas écrire quoi? Pour ne pas écrire la vérité. La vérité comme un absolu, comme quelque chose qui existe, quelque chose qui est intangible, qui est de l'ordre de l'universel, etc. Non, vérité. C'est une démarche à tâtons, une ère. Alors, vivre à l'infinitif, c'est quelque chose en réalité d'extrêmement concret. Les lignes d'air sont la représentation visuelle de ce que c'est. C'est cette idée complètement renversante qu'il a quand on lui amène les enfants dont on parlait, vous avez évoqué ça, de foutre à la poubelle tous les dossiers informatifs sur leur soi-disant maladie, les diagnostics émis par les psychiatres. Il s'en fout, il ne veut pas le savoir, il les jette et il considère que la question décisive, celle qui a de l'intérêt, c'est pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Bon. Autrement dit, vivre en l'infinitif, c'est un faire. Et c'est un agir. Excusez-moi. C'est pas un faire, parce qu'un faire, c'est toujours finalisé. Aussi, ça fait partie de l'idée fixe. C'est absolument interdit. Les faire, c'est finalisé. Non, l'agir, c'est une activité dont on ne sait pas où elle va, mais qui a comme caractéristique de permettre à des individus qui ne peuvent pas du tout communiquer par le langage, de construire un lieu dans lequel leur vie va pouvoir se dérouler ensemble. Et alors, ce qui est extraordinaire dans la façon, parce que c'est dommage qu'on n'ait pas d'image, parce qu'en fait, on ne peut pas parler de Denis sans montrer des images. Mais parce que l'un des aspects fondamentaux de l'œuvre de Deligny, il y a son écriture, il y a ses films, il y a les lignes d'air dont on va parler, mais il y a aussi, il ne faut jamais l'oublier ça, la construction des espaces concrets, l'organisation permanente et la réorganisation permanente qui changeait quasiment toutes les semaines, des espaces dans lesquels il vivait avec les enfants. Alors quel était son... Il n'y allait pas. Il n'y allait pas, il le faisait faire par les autres. Il contrôlait tout ça à partir des cartes. Bon. Et l'idée, c'était qu'il fallait savoir où étaient ces enfants. Autrement dit, quel était leur milieu, quel était leur univers, leur monde. Et pour le savoir, il fallait justement tracer leur trajet, voir quels étaient les repères fondamentaux qui dessinaient leur monde, puisque au fond, leur activité à ces enfants, c'est pas de parler, mais c'est de repérer à l'infinitif, comme il dit. Bon. Et une fois qu'on avait réussi à voir quel était leur territoire à eux, alors on allait transporter notre territoire, celui des adultes qui faisaient la tambouille, qui organisaient la vie matérielle,
matériel, transporter notre territoire plein de sens et plein de langage vers le leur, qui était un territoire agi, sans sens et sans langage. Donc déplacer toutes les activités et faire que la carte des trajets des adultes correspondent peu à peu, se superposent, rejoignent la carte des trajets et des territoires de ces enfants, de façon à ce que les enfants se trouvent mêlés factuellement à l'activité des adultes, avec plus ou moins l'espoir et l'attente que quelque chose de commun s'établisse. Bon, alors quelque chose de commun, c'était très concret. Ça voulait dire faire la cuisine, faire la vaisselle, couper du bois, etc. Et ce qui est extraordinaire chez Deligny, c'est que quand Jean-Marie, on le voit très bien dans les films, se met justement à devenir, comme il dit, un ouvrier infatigable, il se mêle aux activités de tout le monde, il n'arrête pas de travailler, il fait des tas de trucs sans arrêt. Et Deligny dit toujours, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Je ne veux pas le savoir. Est-ce qu'il a appris? Est-ce qu'il a été dressé, domestiqué? Est-ce qu'il imite? Je ne veux pas le savoir. Ce que je sais, c'est qu'on a là le moyen de faire se rencontrer des trajets, se rencontrer des agirs, et du coup créer un espace commun, voilà, qui, dans sa tête, résonne avec l'idée de communisme, mais évidemment un communisme qui n'est ni celui du Parti communiste, ni celui d'Alain Badiou. Alors, dans le travail d'écriture très particulier, très singulier de Deligny, il y a un intérêt particulier pour la lettre Y, oui. Qui l'intéresse à cause de l'embranchement. Et lui, il se situe là, à l'embranchement du Y, entre les deux, à la rencontre, au croisement de deux choses qu'on fait tout ordinairement pour qu'elles ne se rencontrent pas. Et la vie de Deligny, c'est justement tenir. Dieu sait si c'était pas facile, enfin, c'était une expérience complètement casse-gueule, complètement vouée à l'échec au départ, mais lui, il a réussi à faire. Et alors, ce qu'il faisait avec les enfants, justement, en les maintenant dans cette fourche, c'est que ça réussissait. Les gens étaient bien obligés de le constater, ils étaient scandalisés. Tous les grands superviseurs, Manoni, qui à partir d'un certain moment s'est répandu en insultes sur lui, c'est un pédophile, un tortionnaire, un incendiaire, il les empêche de parler. Alors ça, c'était extraordinaire, hein, c'est le grand thème qui circulait chez ces messieurs, dames, les grands intellectuels qui se penchaient sur la petite expérience de Deligny et qui l'a jugé en disant « mais c'est pas possible de faire des choses comme ça ». Quand il est entré en relation avec Gaucher parlait des autistes comme d'enfants qui refusent de parler. Hein, ils refusent de parler. Et on accusait Deligny de les conforter dans ce refus, au lieu de les aider à se libérer, à en sortir. Alors, donc, le Y, c'était cette position extrêmement difficile qu'il a assumée et qui produisait des résultats extrêmement efficaces, alors, qui se complète dans son imaginaire, puisque nous parlions de poésie et d'écriture, par une comparaison qu'il affectionne particulièrement, le lichen. Le lichen, c'est-à-dire cette formation hybride, hein, qui résulte de l'imbrication d'un végétal, d'une mousse, et d'un champignon, hein, qui finissent par former une sorte d'ensemble en gardant leur spécificité dans donc une symbiose qui ne se transforme pas en osmose. Et le lichen, c'est la traduction dans une image concrète des vertus de la lettre Y. Alors, en lisant les pages où il utilise cette... j'ai sauté en l'air, parce que quelqu'un qui ne connaît pas Deligny du tout, mais c'est bien dommage,
utilise lui aussi comme une sorte de symbole de sa démarche l'exemple du lichen, c'est Tim Ingold, hein, qui était le fils d'un botaniste qui s'était spécialisé dans l'étude des lichens. Et Tim Ingold, dans alors, grand spécialiste de l'agir, précisément au sens de Deligny, revient sans cesse sur cette... au fond, ce qui nous manque, c'est de vivre comme des lichens, c'est-à-dire d'accepter de vivre entre les deux. Alors, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, il y a une sorte de retour très curieux chez Deligny, si on veut le retranscrire dans le langage de la philosophie, une reprise du modèle de l'homo duplex. Nous sommes deux, hein, comme dit Pascal, nos deux parts. Et alors, c'est pas l'âme et le corps, mais c'est ce qui tient au langage, et puis ce que le langage ne réussit pas à faire disparaître, malgré tous les efforts qu'il consacre à sa destruction. Ce qui, comme il dit, alors formule lancinante qui revient partout chez lui, ce qui persiste à préluder. Voilà. Hein, c'est-à-dire cette origine dont nous nous sommes éloignés, mais une origine, la source, elle est toujours là, elle coule toujours. Hein, même si on est parti loin, ça vient toujours de là. C'est ce qu'il appelle le primordial. Oui, le primordial. Ça rime avec animal, mais ça n'est pas animal, justement. Alors, il exclut complètement de son vocabulaire tous les mots avec terminaison en ON. Civilisation, éducation, raison, etc. Parce que c'est le on qui domine. Hein, et le se aussi, il élimine le se. Il dit par exemple, Jean-Marie ne se balance pas, il balance. Et il y a des conséquences philosophiques importantes de cette... Mais c'est la même chose que l'infinitif, c'est-à-dire dans l'infinitif, il n'y a pas de sujet. Voilà. C'est ça dont il est question, c'est-à-dire il fait tout le temps un pas de côté, il n'y a pas de je, il n'y a pas de il. Jean-Marie n'est pas il, et il n'est pas un je non plus. Et donc l'usage de l'infinitif, c'est un mode, c'est une manière presque pédagogique de nous écarter de toute la question du sujet. Quel sujet c'est s'il n'y a pas de langage ? Je pense aussi que c'est un rapport direct avec la question de l'image, parce que c'est comme le langage viendrait après l'image, donc l'image serait commune bien avant le langage, et l'image, c'est peut-être, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il analyse parfois la manière dont les enfants autistes fonctionnent, c'est-à-dire il dit je devrais extirper les images que Jean-Marie a dans sa tête pour faire le scénario de mon film. C'est l'accumulation, ou alors il raconte ses anecdotes où tout d'un coup Jean-Marie ou un autre enfant va faire quelque chose d'extraordinaire comme s'il avait accumulé des images et que ça faisait mémoire. Donc dans l'usage des images, qui est permanent chez lui depuis ses premiers dessins, tous les films, l'usage des cartes, enfin tout ça c'est à chaque fois hors des mots. Et c'est pas par hasard qu'il fait du cinéma. Je veux dire, c'est en relation, c'est totalement cohérent, quoi. C'est la même pensée qui est à l'œuvre, qui se dit qu'est-ce que je vais pouvoir, comment raconter avec les images. Et l'image et le langage n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et il va poursuivre cette quête depuis la Grande Cordée, parce que moi j'ai retrouvé par exemple dans des archives le budget d'équipement de la Grande Cordée qu'il arrive à arracher à un ministère en 1948. Il y a déjà une caméra. En 1955, il publie un texte sur la caméra outil pédagogique. Après, il fait un premier film, puis un deuxième. C'est permanent. Et à la fin, il est en train d'écrire des scénarios de films. Et donc, c'est pas un hasard. Quelqu'un qui cherche à quel point on peut être hors langage, ou qu'est-ce qu'il y a de nous commun avec des enfants ou des adultes, si on met les mots de côté, eh ben, c'est évident qu'il tombe sur l'image et sur l'usage de l'image. Et sur l'usage de l'image, y compris au sein de la tentative, puisque une des choses qu'il va utiliser aussi, par exemple, dans les relations avec les parents, la plupart des parents mettent leurs enfants pour des courts séjours de quelques mois, les reprennent et les ramènent. Quelques enfants restent en permanence. Les parents, quand ils viennent, ils veulent savoir comment vivent leurs enfants. Deligny leur interdit d'aller sur les lieux, ne veut pas qu'il aille sur les lieux où vivent les enfants, en disant ce qu'ils vont voir, ils vont voir autre chose, puisqu'ils vont être là. Donc ils vont perturber le fonctionnement de cette aire de séjour.
Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il fait filmer. Il fait filmer en vidéo, avec une paluche, en Super 8. Pendant un long moment, ce qu'il fait pour les parents, c'est qu'il filme une bobine en Super 8 sur l'enfant. Il donne la bobine Super 8 aux parents, qui la font développer et la regardent chez eux. Il n'est pas en train de faire un rapport écrit. Il fait des images, il n'y a pas de son, il les donne. Et par les images, quelque chose s'est transmis entre la vie des aires de séjour, la vie des enfants dans les aires de séjour, et là où les adultes vivent dans leur vie sociale quotidienne habituelle, en disant peut-être que par là, ils vont voir comment ça pourrait leur être utile pour réinventer une vie quand ils sont dans ces endroits-là avec leurs enfants. Il me semble que ce serait dommage, je ne sais pas si on a une minute encore. Bien sûr, on a bon, dans une correspondance, il faudrait quand même faire entendre sa voix. Et j'ai envie de lire. Alors c'est une lettre que Fernand Deligny écrit à Jacquelin, qui est l'un de ses collaborateurs les plus anciens, tout à fait au début, 2 ans après le début de la tentative, en décembre 1969, au moment où Jacquelin et les autres expliquent à Deligny qu'ils ne savent pas comment s'en sortir avec ces enfants qui sont extrêmement agités, violents avec eux-mêmes, qui se frappent. Bon, ils sont un peu perdus. Bon. Et Deligny leur dit « Arrêtez de vous occuper d'eux, arrêtez de vouloir quelque chose à leur place, arrêtez de vouloir leur faire faire quelque chose, mais dessinez leur trajet et cessez de les parler en quelque sorte, cessez de les appréhender à partir de ce que vous vous dites d'eux, à partir du langage que vous développez spontanément à leur égard. » Et là, il envoie une petite lettre extrêmement courte qui est une espèce de manifeste et de circulaire, qui a un ton extrêmement autoritaire et qui est d'une très grande précision. Je la lis. Sur le territoire, l'autre ne doit plus, entre guillemets, être parlé. L'autre, c'est l'enfant. Ni décrit, ni écrit. Il s'agit d'une décision radicale, entre parenthèses, à la racine. La liste des infractions à cette décision doit me parvenir. Il y aura des infractions par inadvertance, par habitude, et d'autres qui seront inévitables. Le territoire devra s'organiser en fonction de cette nécessité que, souligné, l'autre ne soit pas parlé. Le territoire est un lieu d'asile où les enfants vivent dans un refuge où ils sont à l'abri de la parole. Il faut tout faire pour que cette décision, soulignée, prenne. C'est à cette condition que les signes dont je parle depuis si longtemps se feront jour. Des signes, c'est-à-dire l'organisation des objets sur le territoire qui font signe. La parole égale l'eau. Je vais y revenir. Il faut faire barrage contre cet élément afin que les signes d'entente élémentaire poussent. Ils ne peuvent pas pousser s'ils ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire tant qu'une certaine entente parlée a lieu en dehors des enfants qui n'en sont pas. Il ne s'agit pas d'exclure la parole des territoires, elle nous est nécessaire. Ce que je demande, c'est que l'autre, et surtout les enfants, ne soit pas parlé. Chacun peut parler à l'autre, aux autres, mais l'habitude doit prendre le plus vite possible qu'il ne soit pas parlé de l'autre. L'effort sera difficile tant qu'un autre mode d'entente ne se fera pas jour. Il faudra persister obstinément. La guérilla que nous avons engagée exige de rejoindre cette ère de résistance à, en majuscule, tout ce qui peut faire qu'un enfant présumé fou soit contraint non seulement de le rester, mais souvent de le devenir. Ou ce sont des effets de parole qui l'enferment. Le plancton dont ces enfants-là, sans trait d'union, c'est pas ces enfants-là, c'est ces enfants-là. Le plancton dont ces enfants-là pourraient se nourrir est raréfié à l'extrême par l'usage de la parole qui représente un certain ordre
un certain mode de pensée qui leur est étranger. Dire « il » d'un enfant sans parole, c'est le baptiser d'office. La vie sur les territoires ne prendra sa raison d'être profonde que lorsqu'il en sera ainsi, que surgissent des signes de cette entente entre qui soit d'une autre nature que la parole. Cette autre nature étant la nature première de l'homme, entre parenthèses, la parole étant nature seconde. Le journal émanant des territoires doit donc faire part d'autre chose que des êtres en personne présents là. Ce journal, il faut persister à l'écrire. De quoi il parlera est à chercher. Il ne doit pas être interrompu. Soit dit en passant, c'est limpide. Oui. Deligny a la réputation d'être un auteur d'une obscurité impénétrable. Effectivement, parfois, il s'amuse à un petit peu brouiller les cartes. Mais c'est un texte qui est clair comme de l'eau de roche. Hein? Non, moi, la lettre est dans mon film, donc je ne vais pas closer dessus. Quand je l'ai lu, enfin, juste avant l'édition du livre, d'ailleurs, j'ai trouvé la lettre extraordinaire. Et elle s'adresse à Jacquelin, qui donc est quelqu'un qui était un ouvrier d'Hispano Suiza, qui, un peu par hasard, par les réseaux d'extrême gauche autour de Guattari, au milieu, vers 66-67, se retrouve embringué et croise Jean-Marie et Deligny par hasard à Gourgas, à quelques kilomètres de Gragnès, en 67. Et il va rester, et il est encore là. Et donc, c'est à lui que s'adresse la lettre. Donc, c'est pas non plus quelqu'un qui a fait des études supérieures. Mais c'est pas pour ça qu'il écrit simplement. Deligny, c'est l'écriture de Deligny avec ce que je trouve drôle, moi, dans cette lettre, c'est les injonctions qui ont un air presque stalinien. Celui qui dévie la ligne sera puni et ça ira mal pour lui. C'est ça que je trouve drôle, parce qu'il y a une résurgence. C'est le mot guérilla. Oui, mais il y a les deux termes. Il y a la discipline et la guérilla. J'ai trouvé, il y a très longtemps, il y avait une revue du Parti communiste après la guerre qui s'appelait La Raison. C'était une revue des psychiatres. Ça n'existe plus? Non, il y a depuis longtemps. C'était où il y avait Lucien Bonafé, enfin plein. Et je tombe sur un petit texte très court de Deligny. Il nous faut un GPU. Il nous faut un KGB. Enfin, il nous faut... il avait ce côté à la fois dont il se réclamait, toujours en même temps, anarchiste et communiste. Il n'hésitait pas à dégainer du lourd. C'est encore une manifestation du Y, du lichen. Il était des deux côtés à la fois. Alors, ça a eu pour conséquence pratique dans les faits. Dans la période 68, il était totalement anti-68. Oui, tout à fait. Et c'est une des raison de son litige permanent avec Isaac Joseph, qui, lui, universitaire lyonnais, jeune, était complètement embringué dans les mouvements étudiants, etc. Et Deligny lui disait, mais monsieur, vous déraillez complètement. Enfin, trop, c'est la parlotte permanente, tout ça ne vous mènera à rien. Et alors, il tient des propos carrément staliniens à ce moment-là. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et aussi, si on le traite d'antipsychiatre, c'est pareil, ça déclenche sa fureur, parce qu'il n'est pas un antipsychiatre. C'est un mouvement auquel il fait le même. Il explique très bien, je crois que c'est dans une lettre à Gaucher, anti... C'est la même chose. C'est l'image inversée du même. Donc être anti, c'est encore ce contre quoi on est. Alors, concernant le bavardage et le silence, on a compris, c'est une catégorie énorme chez Deligny. Mais par exemple, il est passé 2 ans à la Borde avant 68, et vous me disiez tout à l'heure qu'il passait dans la Borde, c'est Jean Houry qui l'avait invité à venir. Mais ce qu'il détestait, c'était la parlotte. C'était les réunions permanentes, etc. Donc il était toujours un peu à l'écart. Oui, non, à la Borde, où il a passé 2 ans, qui lui ont permis de s'en sortir après un moment où, sans le sou, de mauvaise santé, enfin, Jean Houry le recueille, lui et toute son équipe, et Yves, le psychotique bavard du film Le Moindre Geste. Et donc il va passer 2 ans à la Borde, et il est extrêmement mal, parce qu'il y a
non seulement il y a la parlotte permanente, et puis aussi il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un mode de décision collectif. Et ça, il s'en fout complètement, ça ne l'intéresse pas. Je pense que c'est intéressant peut-être de rappeler comment ça marche dans les Cévennes, parce que je pense qu'on se fait pas mal d'illusions sur le fonctionnement de cette tentative, où il y a donc disons 7 ou 8 lieux. Dans chaque lieu, il y a un ou 2 ou 3 adultes qui vivent chacun avec 2, 3, 4 ou 5 enfants autistes. D'accord ? Sur un territoire, disons, le plus loin doit être à 30 km du hameau de Gragnès où habite Deligny. Mais ce sont des lieux qui vivent indépendamment les uns des autres, de façon totalement autonome. Il n'y a pas de réunion collective, jamais ils ne se voient. Jacqueline raconte parfois qu'il voit Deligny parfois tous les 2 mois. Donc c'est pas un système ni communautaire, ni d'une expérience vécue collectivement où on rapporte tout autour de Deligny et puis on en parle collectivement autour de lui. Les choses lui sont rapportées. Les cartes lui sont rapportées, et ça c'est ce que fait Gisèle. Gisèle va dans les différents lieux et rapporte les cartes, etc. Mais il n'y a donc là aucun fonctionnement de type communautaire ou collectif. En même temps, c'est pas par excès de pouvoir, mais Deligny vit dans son bureau, dans une pauvreté et un dénuement inimaginable, sans doute, pour la plupart des gens. Et c'est là qu'il écrit, qu'il lit, qu'il réfléchit, et qu'on lui apporte les cartes, et qu'il réfléchit parfois avec les personnes qui viennent le voir. Mais il n'y a pas un fonctionnement, je dirais, scientifique, ou simplement institué de tel jour c'est Jacques qui vient me voir, tel autre jour c'est Guy qui vient. Pas du tout. Et les lieux sont autonomes. Les lieux fonctionnent de façon autonome, avec quand même de temps en temps une aide pour qu'il y ait quand même 5 kilos de pommes de terre qui arrivent sur une aire où vit Jacqueline avec 3 enfants. Donc, c'est pas parce qu'on se dit les Cévennes 68-70, on voit tout de suite une espèce d'idée vaguement communautaire babacool. Ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. C'est un fonctionnement extrêmement étrange qui est centré autour de Deligny, et où en même temps il n'est pas non plus avec des mesures, enfin il écrit des lettres comme ça à Jacqueline, bien sûr, et plusieurs, enfin de cet ordre, enfin qui est pour entretenir une relation et une réflexion, mais il n'y a pas, comment dire, un fonctionnement d'une pensée collective, pas du tout. Toutes les personnes qui sont là ont des bonnes raisons de vivre là. Ce sont des choix qu'ils ont tous faits individuellement, pour des raisons chaque fois différentes, et ils ont choisi de vivre avec des enfants autistes, dans cet endroit-là, pendant ce temps-là, et il se trouve que c'est organisé autour de Deligny. Et ils reconnaissent parfaitement à Deligny le rôle tout à fait central et organisateur de la tentative. La tentative est commune, tout le monde s'en réclame. Mais néanmoins, la manière dont ils sont pas été sélectionnés. Disons que la manière d'être sélectionnés, c'est que les étudiants en psychologie qui chaque été essayent de passer du temps et peut-être de rester dans la tentative, en général quand vient l'automne, Deligny ou les autres essayent de leur faire comprendre que c'est bien, ils ont passé 2 mois là, c'était sympa, mais c'est pas avec eux qu'on veut rester. Sauf quelques-uns qui vont rester ou qui vont créer, pas loin, à Saint-Hippolyte-du-Fort, un autre collectif comme Thierry Bazanas, qui d'ailleurs va reprendre actuellement le lieu où Deligny a commencé en 67. Il faut dire un mot sur le silence dont il a été question. L'idée du film muet dont vous parliez. Quand on voit ce gamin-là, effectivement, c'est comme ce gamin, je répète, ce gamin, virgule là, c'est-à-dire c'est pas ce gamin-là, c'est ce gamin. Ce gamin tiré là, voilà, c'est le montrer du doigt et c'est le stigmatiser. Voilà, c'est ça exactement. C'est dire ah oui, voilà, ce pauvre gosse, ce crétin, voilà, etc. Non, ce gamin là. Là, ça veut dire que ce qu'il est d'abord, c'est un là. Il lié, c'est le Y aussi. Il est là. Alors de là à spéculer sur le Dasein, il n'y a qu'un pas. Et un jeune Jean-Michel Chaumont, un jeune étudiant ou professeur, je ne sais pas ce qu'il était à l'époque, belge, fait une thèse sur Deligny et Heidegger. Alors quand Deligny reçoit la thèse, sur la tête. Il éclate de rire. Oui. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un rapport entre Dasein et ce dont parle Deligny. C'est ça qui est frappant, quand même. C'est encore le Y. Mais ils ne sont pas sur la même branche. Pas du tout.
Et le silence, donc je voulais dire ça, le silence qui règne dans ce film, qui est effectivement un film muet, silencieux, il y a très peu de paroles, est un silence extraordinairement bavard, je dirais, parlant, un silence éloquent. Et puis il y a Deligny qui parle. Il y a Deligny qui parle, mais surtout, ce qui est absolument extraordinaire, c'est de voir comment la totalité des objets qui sont présents là et qui ne cessent de changer de place, de changer de configuration, sont une espèce de chorégraphie de signes que Deligny déplace en tâtonnant, en cherchant, en expérimentant tous les jours, de façon à créer en permanence un milieu signifiant qui suscite les agirs et les réactions des enfants qui sont là et des adultes qui les accompagnent, de sorte qu'on a l'impression d'avoir affaire à une espèce de symphonie silencieuse absolument extraordinaire. Oui. Et Deligny lui-même, il ne récite pas son texte, il le chantonne. Oui, c'est ça. Oui. C'est une espèce de mélopée. Il a une voix comme ça, c'est du Sprechgesang. Et alors, pour revenir à l'autre film, Le moindre geste, centré sur Yves. Alors lui, il parlait beaucoup. Et c'était ça sa maladie, c'est qu'il parlait trop. Et le dernier plan du moindre geste, qui est tourné à la Borde, où on voit Yves triomphant, parce que c'était un gaillard assez spectaculaire et pas du tout plaintif, qui rentre dans la salle où sont parqués des gosses qu'on voit en train de dessiner. Et alors on imagine très très bien l'éducateur qui leur a donné comme consigne: si tu me dessinais un bonhomme. Alors ils sont en train de dessiner soigneusement, docilement leur bonhomme. Et Yves entre et crie: bande de cons. Et bande de cons, bande de on, bande de on. Hein, bande de... Et puis le film s'arrête là, c'est stupéfiant. Enfin, juste, je rappelle que pour ce film qui a été tourné muet, enfin, il vivait avec Yves depuis plusieurs années, donc il connaissait le fonctionnement de Yves, qui en particulier s'inspirait, écoutait beaucoup la radio, un transistor, et donc s'inspirait de ce qu'il entendait, un discours de De Gaulle, enfin bon, etc. Et donc, en fait, le soir, après le tournage, sur un magnétophone, ils enregistraient, enfin, Deligny, c'est lui qui s'en chargeait, enregistrait Yves en train d'improviser oralement, on va dire que ça, voilà. Et donc le montage, alors le film est toute une aventure, mais le son est arrivé au fond tout à la fin dans le montage, parce que pendant longtemps le film a eu du mal à exister, il est resté pendant des années dans une cantine, on ne savait pas quoi en faire, finalement Jean-Pierre Daniel le récupère, il monte muet. Et c'est tout à la fin du film, quand il va monter à Paris aidé par Chris Marker, qu'il va récupérer les sons de Yves, qui ne sont pas du tout des sons improvisés, qui ont été faits pour telle ou telle séquence. Et donc, il va monter des paroles de Yves, des vociférations, des improvisations de Yves sur des séquences qui avaient été filmées tout à fait indépendamment. Et donc, cette disjonction du son et de l'image, moi je voyais deux influences, parce que je voyais l'influence d'un film de Jean Rouch qui s'appelle Moins Noir, dont parle Deligny dans une lettre, mais je ne crois pas qu'il l'ait vu, parce que je ne suis pas sûr qu'à Vichy, dans l'Allier, en 1964, on avait vu Moins Noir de Jean Rouch, mais donc qui est un film où le commentaire du film est fait par les personnages du film, mais après coup. Donc il y a l'idée qu'on a filmé la vie à Bamako d'un groupe, mais que, en fait, toutes les paroles qu'on entend sont venues après. Donc, est-ce qu'il y a une influence de ça? Mais il y a surtout la disjonction de l'image et du son. C'est Marguerite Duras. Oui, je ne sais pas si... non, je ne veux pas parler d'influence cinématographique. Il avait appris que Marguerite Duras avait trouvé ce gamin-là un film génial. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est dans l'idée de faire un film où on fait l'image d'un côté, on fait le son de l'autre, puis à un moment donné, on se demande ce que ça provoque. C'est cohérent à ce que je veux dire avec la pensée de Deligny sur le rapport entre l'image et le langage, qui n'ont rien à voir, mais tiens, si on jouait l'un avec l'autre, qu'est-ce que ça va donner? Ça donne un film extraordinaire, évidemment. Et pas pour rechercher l'accord entre les deux, mais non. Le décalage, la distinction. Oui, il faut que ça cogne. Il faut que ça cogne. C'est des films qui sont destinés à faire réfléchir. Alors,
avant de passer aux images. On peut peut-être essayer de répondre à quelques questions pour ceux qui connaissent déjà un peu de Ligny, comme pour ceux qui le découvrent. Oui, je vous remercie. Je voulais vous demander par rapport au texte, aux lettres que vous avez rassemblées là dans le recueil de lettres, est-ce que vous pouvez faire une typologie de type de lettres? Est-ce que ce sont des lettres essentiellement de relations avec des professionnels ou avec des membres de sa famille, ou est-ce que ce sont des lettres qui finalement s'adressaient d'abord à lui? C'était des lettres où il recherchait peut-être à théoriser sa pratique, ou pas du tout? Enfin, qu'est-ce qui caractérise l'essentiel de ces lettres? Alors, moi j'ai répertorié quelques catégories. Hein. Bon, il y a des lettres destinées à ce qu'on peut appeler les prescripteurs ou les diffuseurs, les gens qui vont l'aider à faire circuler ses idées. Bon, il y a la correspondance avec Truffaut, il y a la correspondance, alors qui est extrêmement importante et intéressante, avec Kopfermann, Émile Kopfermann, qui a été au fond, du début jusqu'à la fin, son éditeur, puisque c'est lui qui avait négocié avec Stock la publication du Croire et du Crâne, et puis qui, quand il était... c'était le second de Maspero, aux éditions Maspero. C'était lui qui dirigeait la revue Partisan. Et il avait persuadé Maspero de republier tous les textes anciens de Deligny en reprenant tout au début, donc les Vagabonds efficaces, qui étaient passés dans la petite collection Maspero avec d'autres textes, et puis d'autres écrits qui étaient complètement tombés dans l'oubli. Puis Kopfermann, alors je n'ai jamais su exactement dans quelles conditions il s'était séparé de Maspero. Mais il s'est séparé de Maspero pour aller chez Hachette, où il a eu une collection très très importante des responsables. Et ce qu'il a fait, c'est consacrer son travail éditorial non pas à republier des anciens textes de Deligny, mais à lui en faire écrire de nouveau. Donc, c'est la succession de ces livres relativement tardifs, mais extrêmement intéressants, Traces d'ombre et Traces d'être et Baptiste d'ombre, Singulière ethnie, l'agir et le moindre geste. Non. Le croire et le craindre. Non, ça c'est non. Si, il y a le moindre geste dans un titre d'un des livres. Si. Bon, enfin, peu importe. Des livres qui n'ont absolument pas marché. Hein. Je crois qu'il s'en est vendu 300 exemplaires, etc. Et Kopfermann a été éliminé des éditions Hachette. Il est parti chez Ramsay. Et qu'a-t-il fait chez Ramsay? Il a recommencé, c'est-à-dire il a demandé à Deligny de nouveaux textes. Bon, bref, Kopfermann lui a porté du début jusqu'à la fin. Alors les lettres qu'il écrit à Kopfermann pour protester contre, parce que ça ne se passe pas comme il voudrait, etc., sont assez extraordinaires de ce qu'il faut bien appeler de l'ingratitude, hein, parce que sans Kopfermann, il n'y aurait pas tout ça. Les lettres ne sont pas, mais ce qui est dans les livres. Alors, il y a ça. Hein, il y a donc la correspondance avec les gens qui lui ont servi d'intermédiaire pour faire circuler ses œuvres. Alors, il y a une autre catégorie, les échanges avec les gens qui lui ont servi de collaborateurs intellectuels pour la préparation de ses ouvrages. Et les deux principaux, c'est Isaac Joseph, bien sûr, qu'il n'a pas ménagé, et Jean-Michel Chaumont, le Belge qui avait fait la thèse sur Deligny et Heidegger, qui a aussi contribué à la préparation très très importante, il a joué un rôle important dans la préparation des derniers ouvrages de Deligny, jusqu'à ce qu'il se fasse, il se faisait rembarrer en permanence, c'est parce qu'il n'avait rien compris. Bon, alors les lettres, ces lettres-là sont d'un extrême intérêt, parce qu'elles
on rentre dans la fabrique, hein, dans l'atelier de Ligny, on voit comment il arrive à élaborer ces... Alors, c'est une toute autre, ça n'a strictement rien à voir, très très intéressant aussi, les lettres aux parents d'enfants dont il a appris la charge, et auxquels il rend compte, il leur explique ce qui se passe, et il les remercie aussi pour les chèques qu'ils ont envoyés, parce que c'était le seul financement dont ils disposaient, les parents, et qui envoyaient, il n'y avait pas un tarif, hein, où il n'y avait pas ils finançaient ça à leur gré, et il en avait bien besoin, parce que c'était une entreprise qui marchait sur la corde raide en permanence. Alors, et parmi les parents, il y a une personne qui s'appelle Henriette P., je ne sais pas qui c'est, on ne publie pas son... c'est la mère d'un enfant qui est encore là, Toche. Bon. C'est la mère de Gilou, vous verrez dans mon film. Des lettres extrêmement intéressantes. Ah oui. Parce qu'elle lui répond, enfin, elle lui pose des questions, il y a eu un véritable échange de ce point de vue-là. Et soit dit en passant, quand il écrit aux parents, il a un ton tout à fait différent. Hein. Ah oui. Au contraire, parce qu'il comprend leur détresse. Hein. Et son but est exactement le même que celui à l'égard des enfants dont il s'occupe, c'est de les apaiser. Hein. C'est de ramener le calme à la fois dans leur vie et puis dans leur pensée. Alors, il y a des lettres à ce qu'on peut appeler les grands intellectuels. Alors, au début, c'est très, très intéressant. Il y a la correspondance avec Jacques Nassif, le psychanalyste lacanien, et il s'entendait bien avec Nassif, hein, jusqu'au moment où, quand même, ça a dérapé, parce que, alors, pour Deligny, la psychanalyse, c'est le mal absolu. C'est là que ça déraille. Au départ, la psychanalyse, c'est très très bien, ça vise un objet qui est tout à fait réel, mais ça le vise de telle manière que finalement ça passe à travers et ça le rate. C'est l'impérialisme de la psychanalyse. Alors, donc, il y a la correspondance avec Nassif, il y a la correspondance avec Althusser, très curieuse correspondance, hein, parce qu'il n'y a pas de lettres d'Althusser. Alors, on dit qu'on ne les a pas retrouvées. Moi, je pense que Althusser n'a pas écrit. Et les réponses alors mais ça n'empêche pas Deligny c'est pas des réponses, hein, d'écrire de très longues lettres, oui. parce que Deligny a été très intéressé par l'œuvre d'Althusser, il l'a étudié et lu de très très près, parce que Althusser était le seul dans le camp marxiste, si on peut appeler ça comme ça, qui lui donnait un peu de grain à moudre, qui lui apportait des éléments de réflexion. Donc là, il a ciblé son attention. Et alors, il écrit à Althusser de longs développements, ce sont des lettres... mais en même temps, il lui... comme il fait avec tout le monde, hein, il lui dit, oui, mais il y a quelque chose qui marche quand même pas très très bien dans votre truc. Et je pense que Althusser a compris qu'il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas d'entente possible, et donc il a laissé tomber. Hein. La rencontre entre Althusser et Deligny, qui a été une rencontre physique, puisque Althusser y est allé, accompagné de sa femme à 2 reprises, ça a été un énorme malentendu. Et puis alors, il y a aussi un ensemble très très intéressant dans le même groupe, c'est la correspondance avec Marcel Gauchet. Alors c'est aussi très 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 curieux, parce que c'était Deligny qui avait pris l'initiative, hein, parce qu'il avait découvert, ou on lui avait dit, que dans le livre de Gauchet et Gladys Swain, le premier, il y avait un petit paragraphe où il se renvoyait à Deligny en termes très très aimables. Alors il avait été... il aimait bien, hein, qu'on parle de lui aimablement.
parce que ça ne lui arrivait pas trop souvent, donc il avait pris l'initiative lui-même d'écrire à Gaucher pour lui dire « Ah, ça m'a fait très très plaisir, et puis alors, etc. Qu'est-ce que vous pensez ?» Et alors Gaucher lui répond, alors les autistes qui refusent de parler, etc. Alors, catastrophe, hein. Aussitôt, il découvre que non, ça ne va pas du tout, qu'ils ne sont pas du tout sur la même... Alors, et chez Gaucher, à un certain moment, on comprend qu'il arrête... C'est lui qui arrête la correspondance parce qu'il a été acculé dans ses derniers retranchements, il ne sait plus quoi répondre. Bon, alors tout ça, ça forme des ensembles, et ça pourrait être édité à part, hein, ces groupes de lettres, qui sont passionnants et qui seraient alors éventuellement des thèmes d'études, hein, pour des étudiants à part entière. C'est un matériau d'une richesse absolument incroyable. Et puis alors, il y a enfin une dernière catégorie de lettres qu'il faut bien signaler, qui est les lettres aux intimes. Hein, parce il avait quand même une vie privée dont on ne sait pas grand-chose, mais dont on devine, d'après ces échanges, que là aussi, son idée fixe le conduisait. Alors, bon, il a eu plusieurs enfants, hein, je ne sais pas combien, en tout, 5. Hein. 4. Il y a 3 filles et un garçon. Oui, c'est ça. Bon. Enfin... Alors, l'une des mères de 2 des filles, Huguette Dumoulin, qui était une communiste très, très engagée, qui vivait à Alger, et qui manifestement, elle avait dû en baver, hein, avait réussi à trouver le moyen nous y revenons, de l'apaiser, lui, hein, parce qu'il fallait aussi le calmer. Alors, il y a, on sent de sa part, quand même en permanence, un embarras, une gêne. Il n'était pas capable de mener une vie normale de père de famille. C'était comme Rousseau. Alors, quand on lui parlait de Rousseau, il sautait au plafond parce qu'il comprenait très bien l'allusion. Alors, il y a en particulier une lettre où l'une des 2 filles d'Huguette Dumoulin et de Deligny, devenue adolescente, commençant des études de psychologie, qui s'est quand même... je pense qu'elle ne l'avait jamais vue. Et entendant parler de ce personnage mystérieux, mais quand même avait eu envie de voir ce qu'il faisait. Et donc, elle avait communiqué par l'intermédiaire de sa mère le désir d'aller passer. Et alors, il répond, et on sent dans sa lettre une panique totale à l'idée de voir débarquer sa fille. Et donc, il lui dit, mais non, il n'y a pas de place, et puis on n'a pas le temps, et puis il faut qu'elle se prépare, elle couchera dehors, etc. Enfin, je crois que finalement, ça s'est un peu arrangé. Elle a fini par y aller, et il s'est adouci. Enfin, c'était un drôle de pistolet. Hein. Une autre question? Non? Oui. Merci à vous. Moi, j'aurais une. Oui, parlez un peu plus. Moi, j'aurais une question plus en rapport avec la partie, on va dire, politique extérieure de sa guérilla, comme il dit, c'est-à-dire de quel était, c'est ce que j'ai du mal à me représenter. La première fois que j'ai lu Deligny, je me suis dit, mais c'est incroyable quand même. Alors après, peut-être qu'il y a des connaissances historiques que j'ai pas, mais c'est incroyable qu'on ait donné du pouvoir à cette personne-là. C'est-à-dire qu'à un moment, les institutions lui ont donné la possibilité de travailler à Armentières, par exemple, sans doute en l'envoyant chier après, certainement, etc. Et que comparé aux tentatives qu'on peut voir, parce qu'on est dans une crise de la fonction d'asile quand même, assez certaine, je me demande comment il a réussi à faire jouer des réseaux pour avoir des assises, ou est-ce qu'il n'en a pas... À la fois, là, ce que je me rends compte, c'est qu'il a fini un peu, j'allais dire à l'asile, il a fini un peu complètement, pas isolé, mais en tout cas, il a décidé de partir dans les Cévennes,
de renoncer en tout cas à quelque chose qui est de l'ordre d'une prestance institutionnelle ou d'une position dans l'institution. Et du coup, comment ça s'est joué? Je ne sais pas si ma question est claire, mais comment ça s'est joué? Qu'est-ce qu'il a eu à affronter pour faire face? Je pose cette question parce que, par exemple, des vagabonds efficaces, j'en ai croisé beaucoup à Lille, des gens qui ont fait vraiment qui font fonction d'asile concrètement. J'en croise beaucoup et leurs tentatives sont balayées extrêmement violemment par les institutions politiques, sociales, etc. Et du coup, je me demandais comment il avait réussi à monter ces choses-là, où est-ce qu'il avait trouvé de soutien. Voilà, je ne sais pas si c'est... Le mot institution, où il y a on, donc évidemment, c'est totalement interdit. Alors, il commence dans l'institution et il voit du bien dans l'asile quand l'asile protège. Donc, il commence à Armentières. Armentières, le centre de triage, qui est quand même un truc effroyable, hein, initiative qui est née de la fin de Vichy, sur qu'est-ce qu'on fait des adolescents, c'est-à-dire en même temps, on va s'occuper d'eux, parce qu'on ne faisait rien, et en même temps, on considère qu'on va pouvoir les trier. Le mot triage, quand on parle d'adolescents, ça fait quand même un peu froid dans le dos. N'empêche qu'il s'y coltine pour détourner le truc. Là, parce qu'il sort d'Armentières, il a une excellente réputation. Il a rendu vivable un lieu qui était totalement invivable. C'est-à-dire d'un pavillon d'adolescents prompt à la violence, à vouloir s'enfuir, à cogner les gardiens, etc., il a fait un endroit vivable. Je simplifie, parce que j'en sais pas beaucoup plus que ça, par ailleurs. Donc, il sort d'Armentières, c'est lui qui part, on ne le chasse pas, il part parce que, justement, il n'a pas envie d'institution, et donc, même réformé, et donc, il a quand même une excellente... Là, on a pointé, les institutions ont vu un éducateur capable de faire des choses dans des situations très difficiles. Le centre de triage, c'est un cadeau empoisonné, ça pourrait lui exploser dans les mains. Il en fait quelque chose qui finalement est rejeté. Donc on le rejette. Il a encore l'association pour la sauvegarde de l'enfance, qu'on arrête brutalement. Ensuite, il est protégé par le réseau de l'après-guerre et la présence des communistes au gouvernement et la présence d'Henri Vallon au secrétariat de l'enfant. Et après, c'est terminé. Il n'y a plus. Si, Laborde, il va être sauvé par Laborde pendant 2 ans, qu'on peut considérer comme une institution, en tout cas dans le réseau institutionnel. Mais pour tout le reste de ce qu'il fait, pour tout ce qui est de l'ordre des Cévennes, il est totalement en dehors de toute institution. Et d'ailleurs, il le refuse. Après la sortie de ce gamin-là en salle, qui est un gros succès, il fait 80 000 entrées, ce qui est pour un documentaire sur un enfant autiste, enfin c'est juste totalement extraordinaire. Ça s'est joué sur plusieurs années. Hein. Oui, mais en 1976, le succès est tel que la ministre de la Santé, Simone Veil, pour ne pas la nommer, lui propose un statut expérimental, c'est-à-dire un statut taillé pour lui, inventé pour lui, qui lui permettrait d'avoir un prix de journée, etc., enfin de fonctionner un peu plus confortablement. C'est un des fils de Simone Veil qui descend dans les Cévennes pour lui proposer. Il refuse. Il ne veut pas être dans l'institution. Il préfère continuer à vivre avec les petites sommes que donnent les parents. Il écrit des romans policiers. Jacquelin fait des objets en bois qui vendent. Il invente des jeux qui sont vendus par Truffaut à une époque. Il écrit un mauvais roman policier. Les Pink Floyd vont donner un peu d'argent. Enfin, je veux dire, voilà. Bon, tout ça, ça permet au réseau de survivre entre 1967 et 1996. Et quand Deligny meurt, eh ben, les institutions mettent le pistolet sur la tempe de ceux qui sont encore là, Jacquelin et Gisèle, en disant ou vous rentrez dans l'institution et vous acceptez ce statut expérimental, ou on vous met en prison parce que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. C'est-à-dire fondamentalement, ce qu'il a développé dans les Cévennes, aujourd'hui, est juste radicalement impossible. Impossible. Le contrôle, la surveillance, la prévention, tous les mots qu'on veut, rendraient impossible le fait que des parents peuvent confier un enfant et que plusieurs familles donnent leurs enfants à quelqu'un qui vit dans les Cévennes, dans des conditions sanitaires, d'hygiène, enfin bref, vous pouvez imaginer, c'est impossible. C'est impossible. Donc c'est aussi le reflet d'une période où là, c'était encore possible. Et puis, ça s'est arrêté, à partir de 96-2000, ça s'est arrêté. Et donc les vagabonds efficaces dont vous parlez, j'imagine bien qu'aujourd'hui, c'est très difficile et même quasiment impossible d'arriver à développer sur un certain temps des initiatives de ce type. Oui, il y avait des interstices, des failles, des soutiens momentanés à cette époque-là qui étaient pensables, qui ont complètement disparu. Qui ont disparu, et des failles dans le système. Aujourd'hui,
vous vous baladez pas avec des enfants autistes dans les Cévennes, dans une ferme abandonnée. Ça, au bout d'une semaine ou 15 jours ou un mois, les flics arrivent, enfin, c'est pas la DAS, je sais plus comment ça s'appelle, débarque, l'association, la protection de l'enfant, enfin bref, la justice, la police, enfin bref, les piliers sont là. C'est sûr que c'est aussi le reflet de ce qui s'est passé dans l'après-guerre, entre l'élan de l'éducation populaire, les interstices les fractures qui sont ouvertes dans le système à ce moment-là, et qui ont réussi à perdurer pendant une petite 50aine d'années, quoi. Grâce à quelques obstinés du genre du sacré pistolet dont parlait Pierre Macheret. Alors Jacquelin a écrit un livre où il raconte un très beau livre. Une vie de radeau. Et il l'intitule Une vie de radeau, oui. En reprenant une formule qui revient constamment sous la plume il dit j'ai lancé un radeau, un frêle radeau, et puis il va couler, il se rattrape, il est envoyé. Et c'était comme ça que ça marchait. Alors au début, il passait quand même 2 périodes dans le parcours de Deligny. Il y a une première période où il est du côté éducateur. C'est sa période Makarenko, si on peut dire. Bon. Et puis, et c'est allé jusqu'au séjour à la Borde. Et quand il a réussi à sortir de la Borde, parce que la Borde, ils l'ont bien aidé, ils l'ont rattrapé à un moment vraiment de désarroi et de détresse complète, mais il leur en a voulu. Il en dit beaucoup de mal. Et quand il part de la Borde et qu'il va s'installer alors il commence autre chose. Et il récuse complètement le modèle éducatif, etc. Il dit non, éduquer, il n'est pas question. C'est pas ça. Donc, alors, pour en revenir au point de départ, Armentières, il a quand même passé pratiquement 10 années là-bas, enfin une très très longue période. Il y revient sans cesse, y compris dans ses toutes dernières lettres. Ça lui a laissé des souvenirs impérissables. Et on comprend, d'après ce qu'il raconte, finalement, il avait une nostalgie de la période d'Armentières. Oui, et qu'est-ce qu'il appréciait à Armentières? C'était le silence. C'était un endroit, alors je pense que de temps en temps on entendait des cris, mais enfin bon. Mais à Armentières, il y avait les malades, entre guillemets, et puis il y avait les gens qui s'occupaient d'eux, qui étaient généralement des ouvriers, enfin des chômeurs plutôt, qui avaient été recrutés des paysans, etc. Et alors c'était vraiment le Y aussi, là. Puis lui, il était entre les deux. Il faut pas oublier. Il a passé 10 ans à Armentières dans l'asile. Il y logeait. Il était instituteur. Il était en poste. Il y avait un pavillon d'enfants. Il avait une fonction là-dedans. Il y a vécu donc pendant 10 ans et c'est resté pour lui, oui, un modèle. Alors, dans l'un des romans policiers, ils ne sont pas tous pas mauvais. J'ai dit du mal sans les lire. Alors il y en a un qui est en vente à l'entrée, la 7e face du dé, qui est entièrement nourri de ses souvenirs d'Armentières. Et c'est un très beau livre. C'est pas très facile à lire. C'est un roman à la manière de Siménon, mais moins, comment dire, limpide. Mais c'est une ambiance à la Siménon. Il était grand lecteur de romans policiers. Bon. Oui, une question là. Oui, une simple question. Pourquoi les Cévennes? C'est un choix ou c'est le désert français, donc garantie de silence? Non. La première référence, parce que entre les débuts de la Grande Cordée, disons, il va être à Paris, et ensuite, peu à peu, il va s'éloigner de Paris. Il va passer par le Vercors, il va passer par l'Allier, et puis à un moment donné, et c'est dans une lettre à Truffaut d'ailleurs,
Il dit « Ah, je vais aller dans les Cévennes parce qu'il avait déjà des chèvres, très important, les chèvres. Et il dit « On m'a parlé d'une maison dans les Cévennes et je vais aller voir, les chèvres, ils seront mieux qu'ici. » Et il déménage dans les Cévennes, la première partie de ses séjours dans les Cévennes, c'est-à-dire à Toiras, entre La Salle et Saint-Jean-du-Gard, où il va, c'est la fin de la Grande Cordée, et c'est là où il va tourner Le Moindre Geste avec Yves. Et puis, mais non, c'est avant Gourgas. Guattari n'a rien acheté encore dans les Cévennes. Gourgas, alors ça c'est la première partie dans les Cévennes, donc, et ça lui a plu les Cévennes. Il se trouve qu'il passe par la Borde, que Guattari y est, et que Guattari a acheté une maison dans les Cévennes, à Gourgas, pas loin de Monoblet. Et donc, quand il descend la première fois dans les Cévennes en 66, après la Borde, eh ben, il va dans la maison de Guattari, et finalement, il va s'installer à 3 km de là, dans le hameau de Gragnès, où il va vivre jusqu'à sa mort en 96. Donc, les Cévennes, c'est le pays des protestants. Alors, il y a l'idée de la résistance, il y a l'idée de... mais il y a l'idée de l'espace, tout simplement. Dans quel endroit pourrait-il avoir la moitié d'une montagne pour 2 adultes qui vivent avec 3 autistes? Et là, c'est possible. C'est même relativement facile dans les années 70 de trouver des lieux pareils. Donc cet espace, avec ce que ça implique de liberté de mouvement, de réinvention de l'usage du territoire, ben c'est parfait pour ce qu'il est en train de faire. Il le dit explicitement, il dit pour qu'un autiste puisse vivre, il faut un espace infini. Avec le fait que ce qu'il va découvrir avec les cartes, il le raconte très bien, c'est-à-dire que les premières cartes, quand ils commencent à accumuler les cartes, c'est-à-dire on note les trajets des autistes. Enfin, les trajets, non, ce n'est pas des trajets, ce sont des aires, parce que trajet, ça supposerait une intention. L'autiste n'a pas d'intention d'aller de tel endroit à tel endroit. Il erre. Bon. Eh bien, et un jour, il étudie les cartes. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose qu'il appelle des cernes. C'est-à-dire, il voit les autistes s'en vont, et puis ils reviennent. Tous leurs trajets font des courbes. Ils ne s'en vont pas. Il demande à Jacqueline, mais alors, il n'y est pas allé, hein, lui, il n'y est jamais descendu dans l'île d'en bas, qui est un campement près d'une rivière. Il y a des barrières, il n'y a aucune barrière. Les enfants autistes, s'ils veulent, ils s'en vont. Ils peuvent s'en aller. Et il y a moins d'adultes que d'enfants autistes, donc de toute façon, il n'y a pas derrière chaque enfant un adulte en train de le surveiller. Et les enfants reviennent. Donc il y a quelque chose qui les attire ou qui les fait revenir. C'est la première observation qu'il fait avec les cartes, ce qu'il appelle les cernes. Mais ça veut dire qu'il y a un territoire qui peut être... On n'est pas dans une cour de ferme avec des murs, on n'est pas dans la cour d'un asile psychiatrique, on n'est pas dans une forêt domaniale, on est dans un endroit où il y a beaucoup d'espace et de territoire, et c'est fondamental pour ce qui va se passer avec les enfants autistes. Le territoire n'est pas défini a priori. Oui, absolument. Oui. Il n'a pas de limite. Il est généré par ce qui se passe de l'intérieur. Question là-bas. Non, ça ne marche pas. Juste une question, parce que les correspondances, c'est essentiellement donc, des manuscrits. Et juste sur la ligne, l'écriture de Deligny, qui est assez caractéristique et qui... je parle de sa ligne parce que finalement, c'est la ligne de ses dessins, c'est la ligne des tracés, mais son écriture, elle est singulière, elle est au niveau du graphisme. Qu'est-ce que... Je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur cette ligne. Je ne suis pas expert en graphologie du tout. Hein. Oui, non, c'est pas la graphologie. Mais vous avez raison de dire que quand on voit l'écriture de Deligny, on est frappé par quelque chose de... D'abord, bon, beaucoup de lettres sont reproduites en facsimilé, etc. Bon, on pourrait a priori, d'après tout ce que nous venons de dire, s'imaginer qu'il écrit comme ça, fébrilement, des choses complètement... Pas du tout. Il a une écriture d'une régularité absolue et qui est... moi, je ne peux pas faire d'interprétation, je vous dis graphologique, etc., ça n'a pas d'intérêt, mais elle est belle, cette écriture.
c'est une écriture image qui vaut comme une image. Il écrit à l'infinitif, matériellement, hein, avec la main. Elle avance toute seule, mais elle remplit les pages, elle les occupe. Alors, on l'a souvent rapproché de Mallarmé, ça l'agaçait aussi. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée d'un dispositif, de quelque chose qui se met en place tout seul. Son écriture est soumise à deux exigences, en quelque sorte. D'une part, être à la hauteur ou en phase ou dans une configuration analogique par rapport à ces enfants qui sont hors langage. Donc il y a une espèce de paradoxe, d'oxymore, là. Comment écrire à partir de ceux qui n'écrivent pas et qui ne parlent pas. Bon. Et puis il y a cette idée qui est omniprésente, à savoir que l'essentiel, c'est d'organiser l'espace. C'est pas de parler, c'est d'organiser l'espace. Et ces lettres sont ça se voit sur la page. Ça se voit sur la page de ces lettres, effectivement. Il est obsédé par la recherche des signes scripturaires non signifiants, mais en quelque sorte efficaces. Oui, puis ça change tout le temps. Il y a des quantités de symboles sur lesquels il revient, qu'il répète, qu'il modifie. C'était quelqu'un qui était dans un état d'expérimentation permanente, aussi bien dans la construction des aires de séjour que dans sa pratique de l'écriture. On prend une dernière question. Merci. D'abord, merci parce que c'était extrêmement nourrissant. Et il y a parmi ce que vous avez dit, vraiment un moment qui m'a beaucoup marqué dans sa pensée, lorsque vous avez dit « parler oui, mais jamais parler de l'autre ». Et ça m'a évoqué avec beaucoup de force une expérience dans un centre de vacances avec des enfants autistes. Et à un moment, il y a un échange où j'étais... après une semaine, donc partagé avec ces enfants qui n'étaient pas des enfants d'ailleurs, qui étaient des jeunes adultes, un échange avec le beau-père d'une de ces jeunes femmes. Et puis, donc nous étions tous les trois à la même table, et cet homme parle me pose des questions, mais parle toujours de sa belle-fille, qui est juste à côté de lui, hein, à la troisième personne. Plusieurs fois, j'essaie de lui glisser, s'il vous plaît, elle est là. Elle n'est pas en dehors, elle n'est pas extérieure. Il a fini par se prendre 3 pains dans la gueule par sa fille, sa belle-fille, qui lui a dit « parle avec moi ». Alors que... la question était, finalement, est-ce que c'est seulement avec des enfants sans parole qu'il ne faut pas parler de l'autre, mais est-ce que ce n'est pas finalement une forme de règle générale, presque, de vie ? Et est-ce que l'idée fixe, elle ne tourne pas autour de ce fond, de cet essentiel ? Voilà. Alors là, vous abordez une question qui est passionnante, mais on ne pourra pas du tout en parler, qui est de l'intérêt que présente toute l'histoire, tout le travail, toute la réflexion de Deligny pour, en fait, le fonctionnement des institutions éducatives elles-mêmes, qui évidemment ferait hurler Deligny, mais je suis prêt à parler pendant des heures de cette idée, effectivement, que ce rapport à l'autre très particulier qu'il a inventé, c'est quelque chose qui devrait être dans l'esprit permanent de tous les gens qui s'occupent de collectivités à la fois thérapeutiques et éducatives. Ça changerait totalement le sens de leur activité, évidemment. Mais bon, ça, c'est vraiment pas dans l'air du temps. Oui, mais à quoi il faut ajouter qu'il avait la conscience très très forte que sa tentative n'était pas généralisateur. Et qu'il fallait surtout pas chercher à l'imiter. Non, ça devrait être complètement transposé. C'est du singulier. Oui, c'est du singulier. Merci. Écoutez, on vous invite à rester pour 5 minutes de battement, à rester pour le film.